Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Le monde du cinéma est marqué par les protestations contre les nominations du dernier film de Roman Polanski au César et la condamnation lundi d'Harvey Weinstein pour agression sexuelle et viol. Dans ce contexte, la représentation des femmes dans le cinéma et le regard porté sur le corps des femmes à l'écran sont des sujets de nombreuses réflexions. Nous recevons pour en parler Iris Bray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire critique de cinéma. Vous avez notamment publié Le regard féminin, une révolution à l'écran aux éditions de l'Olivier. Et puis à côté de vous, une productrice de cinéma, Judith Lou-Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez notamment coproduit Zombie Child de Bertrand Bonello. Nous avions reçu Bertrand Bonello pour ce film au moment de sa sortie. Et puis le film Atlantique de Mati Diop. Il est 3 fois nommé au César ce soir, notamment pour le César du meilleur premier film. Donc j'imagine que vous êtes une productrice contente à cet égard. Mais au-delà de cela, Judith Lou-Lévy, comment envisagez-vous cette cérémonie des Césars et qu'avez-vous à dire sur ces différentes polémiques qui agitent en ce moment votre profession ? J'envisage avec intérêt, en fait. On a plutôt beaucoup de chance, je trouve, de voir en tout cas notre premier film nommé dans un contexte aussi politisé finalement. Puisque ce qu'on peut finalement constater après... disons 2 ans, c'est ça déjà, ou 3 ans sont passés depuis le début de l'affaire Weinstein, puis ce qui est devenu un mouvement, MeToo, c'est qu'en fait, on a assisté à une forme de politisation générale d'un secteur qui était quand même un peu endormi. Et donc, moi, je trouve ça intéressant, justement, toute cette incertitude. Et quand je vois que c'est Margaret Menegos qui est nommée, donc Margaret Menegos, qui est productrice, une pionnière même de la production de cinéma d'auteur, enfin en tant que femme en France, elle a produit les films notamment d'Éric Rohmer ou de Barbara Schroeder. Donc elle est nommée par intérim. C'est ça, pour remplacer en tout cas jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire en avril à l'Interzian, qui était jusqu'à présent depuis... quelle année, enfin l'indéboulonnable président du conseil d'administration. Quel était le problème avec Alain Terzian, Judith Lou-Lévy ? Écoutez, moi, je n'ai pas un problème personnel avec Alain Terzian. Ce qu'on constate, c'est qu'il y avait comme des institutions assez opaques, d'une part, et puis comme éternellement dirigées par des gens qui appartiennent en effet à un cinéma qui n'est plus forcément celui le plus actif, on va dire, aujourd'hui, et qui semble intouchable. Non pas qu'il soit d'ailleurs forcément questionnable à tout prix, mais c'est important quand même qu'il puisse y avoir un renouvellement qui corresponde aussi à l'évolution artistique et économique du secteur. Iris Bray, votre regard à ce sujet aussi, cette 45e cérémonie des Césars avec, dans vos journaux ce matin, la liste quasiment interminable des polémiques, des scandales à l'intérieur des scandales. Comment expliquer cela ? Le cinéma français, c'est une grande famille. Donc, dans toutes les familles, il y a des moments de rupture. Là, on arrive à un moment de rupture qui est, à mon avis, assez joyeux parce qu'au moins, les problèmes se voient. Et à partir du moment où on arrive à voir les problèmes, on peut commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait résoudre certaines choses, en tout cas renouveler certains pans du cinéma français. Donc moi j'accueille cette cérémonie de manière assez joyeuse et effectivement le cinéma français n'a jamais été un lieu très politisé en France, contrairement aux États-Unis où les Oscars, on voit souvent des discours, on entend souvent des discours d'acteurs et d'actrices qui racontent quelque chose sur notre monde. En France, on fait souvent beaucoup de blagues et on ne dit pas grand-chose. À mon avis, cette cérémonie va marquer un tournant où il va y avoir des prises de position fortes. Alors, cette cérémonie, elle sera une cérémonie sans Roman Polanski. Celui-ci a adressé hier un courrier. Je vais en lire quelques extraits. Le déroulé de cette soirée, écrit Polanski, on le connaît à l'avance. Des activistes me menacent déjà d'un lynchage public. Certains annoncent des démonstrations devant la salle Pleyel. D'autres comptent en faire une tribune de combat contre une gouvernance décriée. Et il ajoute « Les activistes agitent le chiffre de 12 femmes que j'aurais agressées il y a un demi-siècle. Ces fantasmes d'esprit malsain sont désormais traités comme des faits avérés. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. » Votre réaction, Iris Bray ? C'est incroyable cette lettre, on est vraiment dans un discours de victime, donc c'est toujours la même chose, comment essayer de renverser les choses. On voit bien même dans son vocabulaire agresser un demi-siècle, comme si le fait d'agresser quelqu'un il y a 50 ans, ça n'avait pas d'importance aujourd'hui. Alors c'est vrai que beaucoup des faits sont prescrits, donc les femmes ne peuvent pas porter plainte aujourd'hui, mais bon c'est... Ce qui laisse
à minima une indétermination au sujet de ces faits. Oui, enfin, il a été condamné quand même pour Samantha Gamer. Il a reconnu qu'il avait effectivement eu des rapports sexuels avec une jeune fille, une enfant de 13 ans. Donc, à partir... là, évidemment, il n'en parle pas dans cette lettre. Il rappelle qu'il est un bon père de famille. Enfin, c'est toujours la même chose. Dès que les hommes sont accusés d'agression sexuelle, souvent, c'est le même discours qui se met en place. Donc, Polanski, bon père de famille, je trouve ça un peu facile comme rhétorique aujourd'hui. Voilà. Que faire de son film ? J'accuse, qui donc est nommé 12 fois. Que faire de son film ? Ce film va, à mon avis, bientôt disparaître de l'histoire. Je pense qu'il n'y a rien à faire. On va juste attendre de voir... C'est un mauvais film ? Je ne l'ai pas vu puisque je décide de ne pas voir les œuvres d'hommes qui sont accusés de viol. Mais je ne sais pas si c'est un bon film. On verra bien ce que les personnes ont envie. Je l'ai vu, c'est un bon film. C'est un bon film. Après, c'est vrai qu'on peut aussi... Judith Loulévy. Et pardon, J'accuse est un bon film. Il a d'ailleurs été très récompensé comme tel à la Mostra de Venise où il a eu le Lion d'argent cette année. Après, ce qui est là où je rejoins Iris, c'est qu'on peut en effet se demander pourquoi absolument dans ces cas-là consacrer 12 fois un film qui en effet est réalisé par quelqu'un qui est sous le joug de plusieurs attaques mises en examen. 12, oui. Voilà. Il est accusé 12 fois. Mais vous devez le savoir, pourquoi il est nommé 12 fois, puisqu'il y a 4313 professionnels, donc vous ne les connaissez probablement pas tous, mais j'imagine qu'il y a dans ces personnes qui votent, beaucoup d'entre elles vous sont connues, donc vous connaissez, j'imagine, leur logique. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Est-ce que donc c'est le sempiternel distinguo qui est fait entre l'artiste et son œuvre, Judith Loulévy ? Non, mais je pense que vous évoquez un des points sur le fonctionnement des Césars et d'ailleurs une des critiques principales, c'est l'opacité en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tellement qui sont les votants, qui sont les 4300 membres de l'Académie qui votent. Et c'est vrai que moi, je trouve que ce serait intéressant, par exemple, que ce soit une liste accessible parce qu'il n'y a pas de secret. Normalement, c'est des gens qui sont censés avoir eu à un moment donné dans leur vie une nomination au César. Il y a aussi beaucoup d'exploitants. Enfin, en fait, c'est vrai qu'il y a une opacité de fonctionnement qui n'a pas tellement lieu d'être et qu'on a envie de comprendre mieux. Iris Bray. Oui, notamment, on vient d'apprendre cette année qu'il y avait 35% des votants qui étaient des femmes. Ça, c'est des chiffres que le collectif 50-50 avait demandé auparavant, qui n'avaient pas été annoncés. Donc là, on commence à voir quel est justement le visage de ces votants. Et à mon avis, si on commence à voir vraiment les statistiques, on va se rendre compte que c'est un collège de votants assez âgé et qu'il faut absolument renouveler. Je ne pense pas que ça reflète vraiment l'industrie du cinéma français aujourd'hui. Donc, c'est un manque de diversité qui, selon vous, est tout à fait marquant dans ces 4313 personnes et au-delà de ça, dans une institution comme celle des Césars ? Oui, je pense qu'il y a... Enfin, après, on n'a pas de chiffres, donc c'est très compliqué. En plus, on sait très bien que les statistiques ethniques sont interdites en France, donc c'est difficile de savoir exactement qui sont les personnes qui votent. Mais je pense qu'on peut dire sans problème qu'il y a un manque de diversité dans le cinéma français et qu'il y a même une invisibilisation de ces visages-là, même dans nos représentations. C'est-à-dire que non seulement on ne sait pas qui vote, mais en tout cas, on voit très bien que les visages qu'on voit sur nos écrans sont un peu toujours les mêmes et que ça manque de renouvellement, tout ça. Notamment, par exemple, la question des minorités. On a largement évoqué l'an dernier le fait qu'il y ait peu d'acteurs noirs, qu'il y ait peu de rôles pour les noirs. Un documentaire et d'ailleurs... bientôt sur les télévisions, il sera diffusé un documentaire signé Rokhaya Diallo pour évoquer cela. C'est quelque chose qui vous paraît probant, Iris Bray, le fait qu'il y ait peu de minorités et peu de diversité dans le cinéma français ? Je pense que c'est un des plus gros problèmes aujourd'hui. Ouais. Je pense que on a besoin absolument d'un renouvellement des visages, des récits, des imaginaires. Et ça passe aussi par l'accès à des nouvelles personnes, à des postes pour créer ces images. Comment expliquez-vous cela, Judith Loulévy ? Alors, Atlantique est précisément un film qui ne renvoie pas aux mêmes questions, mais ce manque de diversité, si vous considérez vous aussi qu'il y a ce constat-là à faire, comment l'expliquer ? Moi, je trouve que c'est une des questions les plus passionnantes qui m'ont d'ailleurs personnellement poussée à la production et au cinéma. C'est que, en fait, je pense que... il y a une histoire du pouvoir et des représentations qui est à faire en permanence et dont les films sont les plus grands,
on va dire, ambassadeur, à quoi une société ressemble. Ça se voit quand même souvent dans ces représentations collectives. Et c'est vrai qu'on se rend compte quand même que souvent, ces films ne ressemblent pas à la société dans laquelle ils existent et qui prétendent divertir ou instruire ou faire rêver. Donc, est-ce que ça veut dire par exemple qu'un film comme Atlantique ou non, il y avait clairement à l'origine d'Atlantique avec Mati Diop. Peut-être qu'il faut rappeler en 2-3 mots Atlantique. Oui, donc Atlantique, c'est un film qu'on a tourné donc, à Dakar et qui aborde en fait la question des migrations, notamment par l'océan du point de vue des femmes. Donc c'est un premier film réalisé par Mati Diop et qu'on a développé pendant d'assez longues années. Et c'est vrai qu'à l'origine du projet, il y avait réellement une ambition politique qui était justement de se défaire des représentations blanches qui sont très très dominantes dans le cinéma français. Et je pense que et l'une et l'autre, pour des chemins très différents, en fait, on avait à cœur le fait d'aborder le cinéma avec cette ambition politique-là. Donc aujourd'hui, moi, je peux que me réjouir de voir qu'il y a une crise un peu généralisée des institutions du cinéma français. Je trouve ça excitant, amusant. Et un film qui a été soutenu par France Culture. C'est un film soutenu France par Culture, France Culture. Mais pour le reste, est-ce que c'est un film qui a été compliqué à monter, plus compliqué à monter qu'un film qui n'aurait pas eu l'ambition justement de présenter une autre histoire avec d'autres personnes, Judith Lou-Lévy? C'était un film compliqué à monter parce on avait décidé, pour des raisons aussi politiques, que la langue justement ne serait pas le français, contrairement à pas mal de films qui sont financés, se tournent en Afrique, mais le Wolof, qui est la langue majoritaire du Sénégal, qu'il n'y avait aucun acteur connu, que c'est des acteurs noirs. Donc il y avait des défis qui étaient à la fois des défis de représentation et des défis de financement, parce que en fait, dans le financement d'un film, en général, le fait de tourner en France, de pouvoir bénéficier par exemple d'aides régionales ou du crédit d'impôt sont des apports financiers importants. Donc là, on s'en défaisait. On se défaisait également d'une partie des financements qui viennent normalement pour les œuvres d'expression originale française. Donc on avait des défis. Après, je pense que le projet, dans son ambition artistique et politique, a plutôt été assez clairement exprimé et a séduit. On a eu de la chance rapidement des partenaires. Ouais. Votre point de vue, Iris Bray? Moi, je pense que, je me souviens très bien de la projection d'Atlantique, par exemple, à Cannes, et c'était extrêmement réjouissant aussi de voir à Cannes des nouveaux récits, que ce soit Mati Diop, Ladjli, Céline Sciamma, c'était des imaginaires, des images, des acteurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui font du bien et qui montrent en fait qu'il y a que la nouvelle génération, à mon avis, est aussi beaucoup plus politisée et beaucoup plus consciente en fait de la domination, de qu'est-ce que c'est que le pouvoir, et que toutes ces questions-là, elles se retrouvent dans beaucoup de films. Mais lorsqu'on prend une œuvre d'art, a priori, celle-ci, si c'est une véritable œuvre d'art, elle a vocation à l'universel, quelles que soient finalement les minorités qui sont ou pas représentées. Quand on prend un roman, c'est la raison pour laquelle on peut lire un roman étranger, un roman ancien, alors même qu'il touche aujourd'hui nos représentations et nos vies. Pourquoi n'y aurait-il pas le même type de mécanisme avec le cinéma, Iris Bray? Je pense qu'évidemment, toute œuvre peut être vue, si c'est une bonne œuvre, elle peut être reçue partout. Par contre, je pense qu'il y a certaines spécificités qui peuvent être importantes. Par exemple, le film Portrait de la jeune fille en feu, je pense que c'est important de dire, de Céline Sciamma, je pense que c'est important de dire que c'est une représentation de deux femmes qui s'aiment et que c'est un film donc d'amour lesbien et de ne pas invisibiliser ça. Ça, c'est important, même si évidemment, c'est une histoire d'amour et que du coup, c'est universel, mais de parler des spécificités raconte quelque chose d'un visage politique et raconte quelque chose tout court, parce que ce n'est pas des images auxquelles on avait accès avant. Judith Lou-Lévy, votre point de vue? Moi, je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'histoire politique et ce que les représentations renvoient à une société. Et d'ailleurs, là-dessus, je trouve que c'était un des points de la prise de parole d'Adèle Haenel très passionnant, quand elle disait justement, mais à quelle communauté, à quelle société on a envie de ressembler, en fait. Et pour moi, c'est des questions qui sont fondamentales, en tout cas, du point de vue aussi de l'industrie. Et en fait, moi, j'ai envie d'évoquer un documentaire qui m'avait beaucoup marqué, disons, adolescente, ou en tout cas vers 20 ans, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup au cinéma. C'était un documentaire écrit par Melvin Van Peebles, donc qui est un des théoriciens de ce qu'on a appelé le mouvement de la Blaxploitation aux États-Unis, donc dans les années 70, où tout d'un coup, on s'est vu avoir des films avec des héros noirs qui étaient justement valorisés, avec des actrices noires qui portaient les rôles principaux féminins. Et en fait, Melvin Van Peebles, donc dans ce documentaire qui s'appelle Classified X, classé X, en fait, reprend la représentation du personnage afro-américain, de l'acteur noir, dans l'histoire du cinéma américain. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'on se rend compte qu'en
effet, il y a une histoire politique qui se crée et qui se force à travers l'image qu'on donne des gens dans les films. Mais justement, aux États-Unis, il y a moins ce problème de représentation de la diversité dans le documentaire de Rokhaya Diallo que j'évoquais tout à l'heure. On voit bien que finalement, la représentation des Noirs aux États-Unis, elle est moins problématique qu'en France. Vous qui êtes productrice, Judith Loulévy, qu'est-ce qui se passe en France ? En fait, je pense que les Américains ont été renvoyés à cette crise qui était aussi liée évidemment au fait que ça a été une société avec une ségrégation, une discrimination active jusque très très tard et qui reste une société blessée par cette histoire-là. Quelque part, la France, en fait, on a inventé, il me semble, en fait, depuis la Révolution française, une sorte de valeur universaliste qui est comme si finalement être humain était en soi le projet, être un être humain libre qui rassemblait tout le monde. Or, dans ce projet-là, il y a une histoire des dominations, il y a une histoire des pouvoirs, il y a une histoire économique, et pour moi, quelque part, elle dépasse presque le clivage homme-femme. C'est-à-dire pour moi, il y a une grande différence d'histoire et de destin entre une femme blanche et une femme noire, et je pense qu'il y a encore un travail qui doit se poursuivre, et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais l'histoire de la domination, elle n'explique pas tout. Prenez par exemple Hollywood, on a rendu hommage à Kirk Douglas, et il y a un livre aux États-Unis signé Neil Gabler qui explique le rôle que les Juifs ont eu dans la construction d'Hollywood. Les femmes aussi. Les femmes aussi, oui. Enfin, ça a commencé par les femmes, donc. Oui, des Juifs, voilà. Oui. Il y a un très bon documentaire toute une série d'individus, mais sur cette question-là, lorsqu'il y avait une domination et surtout des individus qui étaient dominés, en l'occurrence ces immigrants qui arrivaient à Hollywood, comment expliquer qu'ils aient construit Hollywood alors même qu'ils étaient dans cette situation de domination, si on reprend la thèse de... Moi, je ne suis pas une historienne du cinéma. Ce qui est sûr, c'est que je pense que, en tout cas, pour reprendre le fait qu'aux fondations d'Hollywood, il y a eu beaucoup de juifs qui se sont lancés dans la production. C'est sûr que les métiers du spectacle, du divertissement n'étaient pas des métiers très considérés au début du XXe siècle. Donc, quelque part, c'était aussi un métier de paria, un métier marginal, un métier d'excentrique, un métier de personne en quête de rêve, de liberté. Et c'est ce que Los Angeles continue d'ailleurs, quelque part, à incarner. Et moi, c'est vrai que ce qui me semble toujours hallucinant, c'est que malgré le parcours, malgré l'intérêt que j'essaie d'exprimer pour la politique du cinéma, c'est vrai que j'apprends quand même à 35 ans qu'une Mary Pickford a créé United Artists et qu'en fait, on ne la connaissait pas, on l'oublie. C'est des noms à rappeler, en fait. On va continuer d'évoquer cela dans quelques instants. Iris Bray, je rappelle votre livre « Le regard féminin, une révolution à l'écran » aux éditions de l'Olivier. Judith Loulévy, vous êtes notamment productrice du film Atlantique et nous serons rejoints par Laure Murat, essayiste et professeur à UCLA, qui a notamment publié ses réflexions sur l'après-Weinstein aux éditions Stock. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Une 45e cérémonie des Césars sous tension depuis l'annonce des 12 nominations pour J'accuse, le dernier film de Roman Polanski. L'événement est la cible d'une vague de protestations. Hier, les murs de l'Académie ont été recouverts de slogans fustigeant les nominations du réalisateur et plusieurs associations féministes ont appelé à un rassemblement aujourd'hui devant la salle Pleyel à Paris où se tiendra la cérémonie. Et puis cette édition est également marquée par la récente condamnation du producteur de cinéma Harvey Weinstein qui a été reconnu coupable lundi d'agression sexuelle et de viol. Alors pour parler de cette situation à la fois en France et aux États-Unis, nous sommes en compagnie d'Iris Bray, universitaire critique de cinéma. Vous avez publié Le regard féminin, une révolution à l'écran aux éditions de l'Olivier. Judith Loulévy, productrice de cinéma. Vous avez notamment coproduit le film Atlantique de Mati Diop et celui-ci est nommé 3 fois au César et notamment pour le César du meilleur premier film. Et puis nous accueillons Laure Murat. Bonjour. Bonjour. Laure Murat, vous êtes essayiste et professeur à UCLA, ce qui signifie que vous avez un pied en France et l'autre aux États-Unis. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la littérature et vous avez notamment publié Une révolution sexuelle, réflexion sur l'après-Weinstein paru chez Stock. Avant d'évoquer justement la situation aux États-Unis, la situation de l'après-Weinstein, la situation en France, votre regard sur les Césars? Écoutez, j'étais intéressée par l'entretien qu'a donné Adèle Haenel au New York Times où elle disait « La France a raté le coche de MeToo ». C'est vrai, c'est pas vrai, puisque Adèle Haenel est elle-même l'incarnation du fait que ça change. Puisque alors ça change avec retard, comme très souvent.
On a déjà observé par le passé à quel point ce qui se passe aux États-Unis arrive en général avec 10 ans de retard en France. Là, on n'a que 2 ans de retard, on fait des progrès. Et donc, il y a un changement de mentalité qui est clairement à l'œuvre. Et c'est ce que montre la cérémonie des Césars. Et c'est ce qu'elle va montrer. Le résultat va être très intéressant, à mon avis. Qu'est-ce qui est en train de changer en France, Laure Murat ? Eh bien, tout. Tout, je crois. Le cinéma, moi je ne suis pas historienne du cinéma, mais on sait, c'est un secret de polichinelle que le cinéma est tenu par ce qu'on appelle un boys club. Hein, ça marche beaucoup par cooptation, c'est assez opaque. Alors, il y a des enjeux d'argent qui sont considérables, etc. etc. Je pense notamment à la critique cinématographique qui est très verrouillée. La critique, oui, cinématographique qui est notoirement occupée par des hommes qui ne sont pas nécessairement les moins sexistes. Et il y a une critique aussi. Probablement. Il y a une critique, je crois que tout le monde pense aux mêmes personnes. Il y a une critique aussi de la représentation qui est intéressante, hein, qui est à l'œuvre. On se rend compte que, alors bon, Iris Bray en a déjà parlé, elle en parlera encore, qu'il y a ce regard féminin et qu'il y a ce regard féminin sur des objets ou des sujets. Hein, et tout ça commence à changer. Alors, juste sur la question de la critique, on a entendu les cahiers du cinéma traversent une crise, qui veut dire qu'il y a une crise dans la crise. Il y a donc une démission en bloc de la rédaction. Qu'en pensez-vous, Iris Bray ? Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle rédaction et je pense qu'il est absolument essentiel que les personnes qui ont racheté les cahiers, ces 20 cinéphiles dont 18 sont des hommes, féminisent absolument cette rédaction qui a été extrêmement masculine et qui a un profond renouvellement même du geste critique. Qu'est-ce que c'est qu'être critique aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on a formé notre goût en tant que critique ? Dans quelle chapelle on se situe ? Est-ce qu'il ne faudrait pas réinventer des nouvelles chapelles et puis s'échapper d'une certaine cinéphilie qui jusqu'à maintenant a été extrêmement masculine. Laquelle ? Si vous pouviez nous dire ce que ce regard masculin, puisque là aussi on parlait de l'universalité des œuvres d'art tout à l'heure, oui. Est-ce qu'il y a vraiment un regard masculin qui empêche, selon vous, d'apprécier certains types de cinéma, ou alors qui spécialiserait le cinéma ? Alors, le regard masculin, c'est dont parle Laura Mulvey, c'est-à-dire que c'est au sein des œuvres, c'est-à-dire que nous, spectateurs, spectatrices, on s'identifie au regard de la caméra, qui est en fait le relais du héros dans le film. Et en fait, c'est pas un regard universel, en fait, c'est un regard genré qui est souvent le regard d'un homme. Moi, ce que je propose, c'est de réfléchir au regard féminin, qui serait celui d'une héroïne avec laquelle on ne s'identifierait pas, mais avec laquelle on partagerait son expérience, sa trajectoire pendant une œuvre de fiction. Donc c'est d'être avec des femmes. Et ça peut changer beaucoup de choses. Et c'est à mon avis l'enjeu en ce moment dans cette crise que traverse le cinéma français, c'est de réfléchir à nos représentations, aux personnes qui décident de ce qu'on voit. Et il y a quelque chose de très joyeux là-dedans. Il faut tout reformater pour qu'il y ait un nouvel élan. Judith Lou-Lévy, vous qui êtes productrice. Non, mais ce que je trouve intéressant, en fait, dans la crise à laquelle qu'on traverse là en ce moment, et à laquelle je pense qu'il faut qu'on participe tous, c'est qu'il y a à la fois une crise des institutions et une crise, finalement, de la représentation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un parallélisme qu'on peut faire entre toutes les questions et les interrogations qui se posent sur la représentation des femmes dans le secteur, dans l'industrie, sur l'éventuel, voire on peut le dire franchement, le total manque en fait de destin féminin héroïque dans les films. À titre personnel, moi j'ai beaucoup été... Enfin, voilà, j'étais plus appelée par la bande dessinée, par exemple, quand j'étais petite, où il y avait, il me semble, plus d'héroïnes que par les films, où je m'identifiais franchement aux héros, en fait, aux hommes, à James Bond, plus qu'à la James Bond girl. Enfin, c'est très, très clair. Et donc, c'est beau de voir, en fait, que finalement, au moment où on parle de plus en plus de représentation, d'égalité, de diversité, il y a aussi les institutions qui sont en train de se fissurer. Donc, c'est vraiment une super belle nouvelle. Hein. Moi, je suis ravie. Laure Murat, semblez d'accord. Et là aussi, votre point de vue, à la fois peut-être sur le cinéma, peut-être aussi sur la littérature, puisque vous êtes spécialiste d'histoire de la littérature. Mais vous savez, alors, ce discours qu'on dira féministe, enfin moi je l'assume parfaitement, on l'accuse toujours de vouloir censurer, Il n'est pas question de censure. Il est question d'exercer un regard critique renouvelé sur des œuvres et des comportements. Ça me semble très sain.
Et ça me semble même au cœur du travail critique. Le revisionnage, c'est pas le révisionnisme. Mais oui, le revisionnage est une pratique de la critique. Ça consiste en quoi? Ça consiste à revoir des films avec un regard contemporain. Vous savez bien que, comme disait Benjamin, on ne fait de l'histoire que depuis le contemporain, que depuis notre temps. Et notre temps a changé. Et ça ne veut absolument pas dire, en aucun cas, qu'il faut jeter Alfred Hitchcock ou James Bond à la poubelle. Ça n'a rien à voir. Il s'agit juste de comprendre d'où nous venons et comment nous avons mis en œuvre, en espace, en lumière, un certain nombre de comportements, de relations humaines. Et comment ça a changé? Si vous regardez aujourd'hui Autant en emporte le vent, il ne me semble pas que ce soit une chose extraordinaire de dire que c'est un film raciste. C'est pas pour ça qu'on va jeter Autant en emporte le vent à la poubelle. Simplement, il est important d'avoir un regard sur le racisme, sur la misogynie, sur le sexisme, sur le viol. Iris Bray en parle très bien dans son livre, etc., etc. Et ça me semble important. Mais alors, si justement on procède à un revisionnage, est-ce que, par exemple, ce travail, il a été fait pour la littérature? Est-ce qu'on a parlé de relecture, Laure Murat? Ah oui, bien sûr. J'ai même consacré un livre à la question. Et alors, justement, merci pour la perche. Évoquez-nous. Oui, la relecture, c'est un mouvement passionnant qui est, je dirais qu'il n'y a même pas de lecture, il n'y a que de la relecture. Quand vous aimez le cinéma, quand vous aimez la littérature, vous relisez, vous re-regardez. C'est un mouvement passionnant, mais si je vous ai bien saisi, c'est un mouvement à problématiser puisqu'il ne va pas de soi. Qu'est-ce qu'il donne? Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. À problématiser, c'est-à-dire que cette relecture, le fait de voir avec une grille de lecture du contemporain une œuvre du passé, évidemment, ça pose toute une série de questions, Laure Murat. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de plaquer ce qui se passe aujourd'hui sur ce qui se passait 50 ans en arrière. Ça, c'est une absurdité. On l'a vu avec l'affaire Matzneff. Je vais pas Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, en effet, quand Matzneff dit à l'époque que ce n'était pas un crime, il a tort parce que la pédocriminalité a toujours été illégale, ça a toujours été un délit et un crime, donc ça, il n'y a pas de question là-dessus, mais il y avait une mentalité, le fameux extrait chez Pivot, où on voit Pivot en disant à Matzneff, oh, quand même, vous en faisiez pas, vous aviez toutes ces filles, etc. On entend bien, ça ne fait pas de Bernard Pivot un monstre, ça montre simplement le changement de mentalité, et c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il y a un moment donné où on change de paradigme, c'est très long. C'est ça le problème, c'est qu'on a mis 30, 40 ans à se rendre compte de tout ça. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur ces gens il y a 40 ans, il y a à comprendre un changement de paradigme qui est long et qui est historiquement, qui demande à être analysé. J'ai dit tout à l'heure, Laure Murat, que vous aviez à la fois un pied en France et un pied aux États-Unis. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous constatez? Mais vous savez, on parle souvent des différences entre les États-Unis et la France, et bien entendu, elles existent pour toutes sortes de raisons qui tiennent à l'histoire des États-Unis, à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire du féminisme américain, etc., etc. Bien sûr, c'est différent. Mais en même temps, quand vous voyez, puisque si vous voulez rester autour des Césars et de ce qui va se passer ce soir, par exemple, Polanski, il a été honoré, quand bien même il est toujours poursuivi par la justice américaine, il a été honoré plusieurs fois aux Oscars, comme il a été honoré au César. L'affaire Weinstein, elle a éclaté aux États-Unis, que je sache. Et la presse a eu une complaisance avec Weinstein qui est digne de la presse française avec DSK. C'est pareil de ce point de vue-là. Plutôt la presse de gauche. Avec Weinstein était un homme de gauche. Enfin, un démocrate, oui. Enfin, du Parti démocrate, je veux dire. Oui. C'est ce que l'on peut appeler, pour faire court, la gauche américaine, Laure Murat. Est-ce que, par conséquent, le fait de se dire que tout ceci a débuté un peu avec Weinstein, autrement dit quelqu'un qui, alors en France, il était très peu connu, aux États-Unis, j'imagine qu'il était principalement connu des amateurs de cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire sur la représentation, les représentations culturelles qu'on se fait et l'importance du cinéma dans notre monde? Mais vous savez, Weinstein, j'ai lu, à ma plus grande stupéfaction d'ailleurs, un grand nombre d'articles qui dataient des années 90-2000,
où sur le ton de la plaisanterie, les journalistes disaient « Attention, il faut se méfier de ne pas prendre un ascenseur avec Weinstein si vous êtes une femme ». C'était connu, mais comme c'était connu de DSK, que c'était un coureur, que c'était etc., etc. Donc, d'un certain point de vue, vous n'avez pas tellement de différence. La chose, c'est que la société américaine est beaucoup plus attentive et réfléchit bien davantage qu'en France à ces problèmes-là. Du coup, quand ça éclate, ils prennent des décisions très rapides. On a vu après le commencement de l'affaire Weinstein une série très impressionnante d'émissions en rafale, notamment de journalistes de télévision, etc., ou de comiques comme Louis C.K., etc., de gens qui ont immédiatement reconnu, ce qui est très intéressant. Vous trouvez que ça ne s'est pas déroulé en France de la même façon pour l'affaire Strauss-Kahn ? Citez-moi quelqu'un qui a reconnu ce dont on l'accuse. Moi, j'en connais pas. Et là, en l'occurrence, Weinstein n'a pas reconnu plus ce dont on l'accusait. Alors, pas Weinstein, mais je vous parle de tous ceux qui ont donné leur démission, etc. Même le fameux acteur, là, dont le nom m'échappe. Aziz Ansari. Pardon ? Aziz Ansari. Non, pas celui-là. Celui qui jouait dans la série... Oui, bon. Merci. Judith Loulévy. Kevin Spacey a été un peu réhabilité depuis, ça a été un... Voilà. Alors, et maintenant, mais je veux dire... La justice s'est mise en marche. Certaines personnes, beaucoup de gens, je trouve, ont reconnu. Je vois encore dans le New York Times avant-hier que Placido Domingo, qui doit être quand même en très mauvaise posture maintenant, reconnaît qu'il a brisé des carrières. Donc c'est quand même... Donc il y a... Alors c'est aussi une culture de l'aveu public. Vous savez, c'est très, très culturel, ça, bien entendu. En France, j'ai pas vu ça. Mais ce qui est étonnant toujours si on parle des représentations américaines, c'est qu'il y a, vous dites, des choses qui ont considérablement évolué aux États-Unis, Laure Murat, et puis il y a un président qui, lui, ne représente pas forcément cette évolution. Et il ne représente même pas du tout cette évolution, puisqu'il est accusé par 17 femmes de harcèlement, etc. Enfin, bon, alors je ne veux pas du tout dire que Donald Trump est un cas à part, bien au contraire. Je pense que s'il a été élu, c'est aussi l'expression d'une résistance à un mouvement qui est quand même planétaire, il ne faut pas oublier ça, et son électorat est clairement dans la défense d'un modèle des années 50. Mais vous n'avez pas la sensation que cela, c'est plus vrai aux États-Unis qu'en France ? Je parle sur la politique. Ce type de discours, Laure Murat, vous pensez qu'il aurait droit de citer en politique en France ? La manière dont Donald Trump s'est à peine caché de ses positions qu'on pourrait qualifier de masculinistes. Mais écoutez, moi, je me souviens qu'au moment des élections, il y a 4 ans, j'étais interviewée, je crois, sur votre station, et on m'a demandé « Est-ce que vous croyez que Donald Trump peut être élu ?» Et franchement, personne n'y croyait à l'époque. Et je suis restée très prudente, mais quand l'histoire de la vidéo est sortie, où il disait « les femmes, on les attrape par la chatte », etc., je me suis dit « là, c'est fini, il est cuit ». Mais pas du tout. Donc, et ça a été quand même un choc. Et il a bien dit, c'était des propos de vestiaire. Et il y a une grande partie des Américains, des Français n'en parlons pas, qui sont d'accord avec ça et qui voudraient que ça passe tout seul. Judith Loulévy. Moi, je trouve quand même que ce à quoi on assiste, et heureusement, c'est que même si la France met du temps et que quelque part, en effet, on n'a pas encore eu suffisamment de prise de parole, notamment d'hommes, sur des conduites ou abusives et voire franchement prédatrices, alors que, bon, on va pas... Je veux dire, ce que le mouvement MeToo a montré, c'est qu'en fait, c'était malheureusement une expérience extrêmement partagée par les femmes, d'avoir subi des abus sexuels. Je trouve quand même que tout ce qui se passe, toutes ces prises de parole-là, permettent, en tout cas maintenant, notamment dans des situations où on entend des propos sexistes, en fait, d'immédiatement le signifier. Et franchement, ce qui est bien, comme on dit, la honte a changé de camp. C'est-à-dire que c'est la personne qui profère des propos sexistes qui se tape un gros coup de froid et de honte à table. Et ça, c'est quand même quelque chose qui change. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, en tant que femme, notamment dans un milieu qui, en effet, est quand même encore très majoritairement masculin, tout de suite faire un petit rappel dans une situation où les propos qu'on entend sont inadmissibles et tout le monde l'accepte. C'est-à-dire que personne n'insiste. Iris Bray. Moi, je pense que ce qui manque quand même encore, c'est une prise de parole forte autour d'Adèle Haenel de la part des hommes dans l'industrie du cinéma. Moi, j'attends ça. Quels sont les hommes qui vont dire que Adèle Haenel...
qu'ils la soutiennent, qu'eux aussi vont devenir activistes, qu'ils sont féministes, qu'ils s'engagent pour qu'il y ait moins de violence, qu'ils réfléchissent à ces questions. Moi, je trouve que le silence des hommes en France est vraiment très parlant. Qu'est-ce que vous en pensez, Judith Loulévy? Moi, je suis d'accord avec Iris Bray. Après, pour prendre par exemple une association qui a quand même été très active ces 2 dernières années, parce qu'il y a également beaucoup de femmes, c'est la SRF, donc, qui représente les réalisateurs et les cinéastes français. Il y a aussi des hommes dans son conseil d'administration, et je trouve qu'ils ont quand même aussi commencé à prendre la défense de la parole des femmes, en fait, notamment d'Adèle. Donc je trouve que quand même ça bouge, et ça bouge plus vite que d'habitude. Laure Mural, les représentations culturelles donc évoluent, elles évoluent en France et aux États-Unis. Le passage de ces représentations culturelles à la modification des comportements dans la société, qu'en pensez-vous? Mais moi, je trouve que c'est une question passionnante. J'aurais jamais pensé vivre ça, hein. Donc, je suis très heureuse de voir cette petite révolution culturelle quand même. Et puis, je crois que pour un ou une cinéaste aujourd'hui, comme un écrivain ou une écrivaine, enfin peu importe, enfin un artiste, c'est quand même très intéressant d'explorer des nouvelles voies pour parler d'érotisme autrement que par la domination et le viol. Je trouve que c'est un chantier passionnant. Portrait de la jeune fille en feu en est un exemple. Qu'est-ce qu'on y voit selon vous, Laure Murat? Alors, attention, je dis ça, c'est pas parce qu'on voit la relation amoureuse qui se noue entre 2 femmes. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de parler autrement, de parler visuellement, esthétiquement, autrement, des rapports amoureux, des rapports entre les hommes et les femmes, des rapports entre les femmes, des rapports entre les hommes, des rapports avec les enfants, avec les animaux, peu importe. Comment l'érotisme, qui est quand même au cœur de la pulsion, du plaisir qu'on a à regarder un film, comment cette esthétique va-t-elle évoluer sous cette évolution? Iris Bray, qu'en pensez-vous? Oui, il y a un vrai renouvellement en fait des codes esthétiques et ça se passe par la mise en scène. Et je pense que les grands films qu'on a aujourd'hui sont des films qui inventent et qu'il y a certains cinéastes qui peuvent réinvestir en fait notre héritage et en créer un nouveau, ou en tout cas dire qu'il y a d'autres manières de montrer le corps des femmes, les rapports sexuels, l'érotisme, et que ça passe pas forcément par la domination. Et ça, est-ce que, par exemple, pour un producteur, pour une productrice, Judith Loulévy, est-ce que c'est facile aujourd'hui de monter ce type de film? Est-ce qu'on a affaire à des films qui sont plus compliqués à monter? Je pense qu'après, on revient à des questions qui sont la qualité des projets, mais en tout cas, ce qui est sûr pour abonder dans le sens de ce qu'on vient d'entendre, c'est que en effet, en production, quand on dit qu'on développe des projets, des scénarios, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux récits à faire et qu'on les encourage et qu'il y a une politique du cinéma et que moi, je suis très heureuse de voir que faire des films politiques est plus nécessaire que jamais. Un film politique, c'est-à-dire, pour vous, comment le définirait-on? On vient de citer le portrait de la jeune fille en feu, c'en est un, il peut y en avoir d'autres. C'est qu'en effet, le cinéma est là quand même pour rappeler à la société qu'il y a des rapports de pouvoir, des rapports de domination, et qu'il faut les révéler, il faut les interroger, que dedans, il y a aussi tout un tas de sentiments paradoxaux qui peuvent exister et qu'il faut les mettre à jour pour faire des bons films, en fait, et c'est notre boulot. Votre point de vue, Laure Murat, là-dessus? Oui, moi j'abonde dans ce sens, bien entendu. Et j'aimerais préciser aussi une chose que je crois très importante, avoir ce regard féminin, ou en tout cas ce regard qui subvertit les codes habituels. Ça ne veut pas du tout dire, une fois de plus, qu'on ne parlerait que des femmes, ou que les cinéastes ne devraient être que des femmes. Ça n'a aucun rapport avec ça. Et je le mettrai en parallèle avec ce que Hélène Cixous avait appelé l'écriture féminine, et elle citait comme le plus représentatif de l'écriture féminine, c'était Jean Genet. Donc, ça n'a pas de rapport avec votre sexe biologique ou votre genre, mais ça a un rapport avec votre représentation du monde qui... Enfin, moi, je ne peux me féliciter qu'elle se renouvelle et qu'elle change, et surtout qu'elle apporte plus de variété. Mais alors, le même raisonnement a par exemple été tenu sur Proust lors de... Oui, différentes interprétations. Enfin, je pense notamment à une interprétation de Proust sur son regard et sur sa manière d'écrire. Est-ce que justement ce type de discours a été tenu pour la littérature, Laure Murat? Le type de discours... Le fait de dire que, donc là, pour le cinéma, il s'agit d'apporter le female gaze, le regard féminin. Est-ce que pour la littérature, on a évoqué aussi la possibilité de sortir d'une vision
masculine de l'écriture, ou d'une écriture masculine, si ça veut dire quelque chose pour vous. Alors, écriture masculine ou écriture féminine, bon, ça, je ne sais pas. On a parlé aussi d'écriture gay, par exemple. Bon, qu'est-ce que ce serait qu'une littérature gay ou une littérature queer? Une fois de plus, Baudelaire peut parler des lesbiennes sans être lui-même homosexuel, enfin, etc., etc. Ça n'est pas une histoire de sujet, c'est pas une histoire de sexualité de l'artiste. C'est une question, une fois de plus, de subvertir des codes qui sont majoritairement et depuis toujours blancs, hétérosexuels, et voilà, c'est tout. Laure Murat, une révolution sexuelle, réflexion sur l'après-Weinstein. Iris Bray, votre livre Le regard féminin, une révolution à l'écran est paru aux éditions de l'Olivier. Judith Loulévy, on espère donc le film Atlantique, qui est nommé 3 fois ce soir au César, va obtenir un prix. Il est notamment nommé pour le César du meilleur premier film. Je vous présente mes 3 camarades qui viennent prolonger l'émission. Aurélien Bélanger, Hervé Gardette et Mathilde Serrel. Bonjour à tous les 3. Hervé, de quoi allez-vous nous parler? De cannibalisme et d'Almanach Vermouth. Mathilde Serrel. Le consentement a remplacé le logo Dior. Et enfin, Aurélien Bélanger. Des 3 fois où j'ai écouté de la musique. Allez, dans quelques instants, 8h45 sur France Culture.